OK, c'est parti. OK, il y a 3 endroits où on peut faire du calcul. Ibis, ici, on a 2 serveurs, Katak, Manitou. On a un 3e serveur aussi qui est le Superdome, TOT, qui est accessible via le nœud frontal de Valeria. Et à Valeria, il y a d'autres serveurs autres que TOT, bien entendu. Et sur le site de l'Alliance de recherche numérique du Canada, qui, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Calcul Canada. Donc, pour avoir accès à chacun de ces sites-là, l'inscription est obligatoire. Un seul endroit est payant, donc c'est nous, ici à l'Ibis. Un compte coûte 350 $ par année. Mais pour Valeria et pour l'Alliance numérique, la seule condition, c'est de faire partie d'une équipe de recherche qui est dirigée par un professeur universitaire. Donc, pour Valeria, c'est l'Université Laval, mais pour l'Alliance numérique, c'est tous les chercheurs universitaires canadiens ont accès. Donc, pour vous inscrire, vous devez vérifier que votre patron, votre professeur, s'est inscrit lui-même aussi, qui possède un compte. Après ça, c'est lui qui va approuver votre inscription. Donc là, ici, je vous ai donné les adresses. On ne fera pas ensemble l'exercice de l'inscription, mais vous allez, c'est les 3 sites où vous pouvez vous inscrire. Si vous avez des questions, bon, plus tard, là, si vous retournez dans vos bureaux puis vous essayez puis ça ne marche pas, bien, envoyez-nous un courriel puis on va se faire un plaisir de vous aider. Il y a de la documentation aussi disponible sur chacun des sites. Puis vous allez voir aussi que ça se recoupe. Donc, moi, j'ai fait une documentation là, vraiment particulière pour nous. Je parle de nos partitions, je décris nos serveurs, les ressources disponibles là-dessus. Vous allez trouver pas de la même présentation, mais vous allez obtenir la même chose sur le site de Valeria et sur le site de l'Alliance. Donc, vous avez, puis comme on fonctionne tous les 3 sites avec le même ordonnanceur qui s'appelle Slurm, puis le système module aussi pour charger les logiciels, comme on va voir plus tard. Donc, vous pouvez facilement, le site de l'Alliance numérique est très, très complet. Donc, vous pouvez lire cette documentation-là, puis vous allez vraiment être à la pointe là, pour faire vos calculs, peu importe où vous allez aller. Et pour les particularités, bien, on va aller voir, on va aller visiter les sites de l'Ibis et les sites de Valeria. Il y a du support scientifique aussi, du support technique et scientifique sur chacune des plateformes. Donc, nous, ici, à l'Ibis, l'adresse courriel, c'est une adresse générique, donc bioinfo@ibis.laval.ca. Donc, ça rentre dans notre système et votre requête va être prise par une des personnes là, de la plateforme. Pour Valeria, c'est info@valeria.science. Donc là, c'est l'équipe de Valeria qui va prendre ça en charge. Pour l'Alliance numérique, c'est support.tech-alliance.can.ca. Là, j'ai mis une adresse courriel là, générique et générale. Là. Mais si vous allez sur le site de l'Alliance, l'adresse du site qui est en bas, vous allez trouver plusieurs adresses selon la problématique que vous avez. Si c'est de l'installation de logiciels, si c'est l'installation de données ou n'importe quoi, vous allez avoir des adresses plus spécifiques. Mais vous pouvez écrire à support@tech, puis ils vont vous rediriger là, si vous ne le savez pas. Il y a aussi des formations qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, c'en est une petite. J'ai publié sur la liste de distribution là, Calcul Ibis ou Tous Ibis, des formations offertes par Calcul Québec. Donc ça, c'est à peu près gratuit. Là. Je pense qu'il y a une vingtaine de dollars de frais d'inscription. Mais c'est donné souvent en ligne ou en présence. Là, cet été, là, il y avait une école d'été là, à Lennoxville. Donc, vous pouvez apprendre, là, mettons que vous voulez approfondir là, de la programmation en Python, en Bash ou peu importe, là, mais il y a plein de belles formations qui sont offertes par Calcul Québec. L'Université Laval, là, j'ai mis une adresse là, pour des formations en ligne en Python. Donc, la formation continue, c'est offerte par la Faculté de sciences et génie. Donc, vous pouvez appliquer sur ces formations-là. Là, je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y a l'Institut Intelligence et Données aussi qui offre des cours en apprentissage automatisé. Donc, il y a une école d'hiver au mois de mars.
Ça s'appelle l'école d'hiver en apprentissage automatisé. C'est 1 mois intensif. Donc, ça, c'est vraiment pertinent là, si vous voulez vous diriger vers ça. Et après ça, bien, plus du côté, peut-être plus appliqué là, à la génomique, bien, il y a les formations qui sont offertes par Physalia. Donc, Physalia, c'est un groupe, en fait, là, qui sont basés à Berlin, en Allemagne, et puis qui offre des formations. Au départ, c'était beaucoup, il fallait se déplacer là-bas, mais maintenant, bon, avec la pandémie, il y a des formations en ligne. Donc, ça, c'est vraiment pertinent. Là. Il y en a plus pour l'utilisation du système Unix, programmation avancée en Python, mais aussi dans plein de domaines, en génétique des populations, assemblage des données. Il y a plein de formations qui sont offertes. C'est souvent une semaine intensive, mais ça vaut vraiment la peine. Bon, là, on va tomber dans le vif du sujet. Là, ici, j'ai écrit logiciel de connexion. Là, j'ai fait un copier, une saisie d'écran de la page là, du documentation des serveurs là, sur le site de l'IBIS. Donc, dépendamment de votre système d'exploitation, donc si vous êtes sous Linux, sous macOS X ou sous Windows, vous allez avoir besoin d'un logiciel de connexion pour de l'installer sur votre ordinateur et pour pouvoir établir une connexion avec un serveur. OK. Donc, sous Linux, c'est en général l'application qui s'appelle Terminal ou Console va venir de base avec la distribution. Donc, vous avez seulement qu'à ouvrir cette application-là et taper la commande pour se connecter. On va voir plus loin. Sous Mac OS X, il y a aussi une application de base qui s'appelle Terminal. Vous pouvez utiliser ça ou vous pouvez utiliser Item2. Moi, c'est ça que j'utilise. C'est un petit peu plus évolué comme application. Et si vous voulez faire vous voulez utiliser une application en mode graphique, bien, vous devez installer aussi Xquartz qui va vous permettre d'établir un canal X-Windows pour pouvoir retransmettre l'affichage graphique sur votre poste de travail. Donc, ça, c'est tout simple à installer. Là, ça se fait vraiment bien. Et sur Windows, là, ce qu'on recommande, nous, ici, c'est Mobile Externe. Donc, c'est une application aussi que vous installez sur votre ordinateur et puis vous pouvez faire soit du transfert de fichiers ou vous connecter à distance sur les serveurs. Donc, je ne verrai pas là, ce midi avec vous là, comment installer ça là, parce que c'est quand même assez simple, mais encore une fois, s'il y a des questions, si vous avez besoin d'aide, bon, on peut se déplacer ou venir nous voir, là, prenez rendez-vous puis on va vous aider à installer ces logiciels-là. Et aussi à les utiliser. Je pense que le premier pas, c'est de le faire, de l'essayer par vous-même. Donc, après ça, voir où les petits pépins peuvent arriver. OK. Pour se connecter à un serveur, bien, vous ouvrez l'application. Donc, moi, ici, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. J'ai cette application-là ici qui s'appelle Item. Donc, je l'ouvre ici. Là, j'étais déjà connecté. Donc, oui. OK. Donc, vous voyez ici, j'ai tapé ma commande, ici, SSH JELR5. Donc, moi, c'est mon idule. Donc, pour les systèmes de l'université, donc, on utilise la banque d'idules mots de passe, LDAP de l'université. Donc, on utilise ça. Puis, c'est mon idule mot de passe que je vais utiliser. Avec l'adresse du serveur, dans ce cas-ci, c'est manitou.ibis.laval.ca. Je rentre mon mot de passe, puis je suis connecté. Si vous voulez vous connecter à Valeria, ben c'est SSH, votre idule, @login.valeria.science. Donc, vous allez tomber sur le nœud frontal de Valeria. Donc, ici, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes connecté sur la plupart des systèmes,
Pour nous, notre système ici, Manitou, on n'a pas de nœud frontal comme tel. Bon, on a réservé 4 cœurs sur le serveur qui servent de point d'entrée pour les connexions. Et vous ne devez pas lancer des calculs là-dessus parce que là où vous êtes, là, vous avez accès à 4 cœurs, puis vous avez un accès, vous êtes sur la mémoire du système. Donc, pour soumettre une tâche, il faut utiliser l'ordonnanceur Slurm avec la commande sbatch. C'est la même chose sur n'importe quel serveur. Les serveurs de Valeria, les serveurs de l'Alliance numérique, c'est la même chose. Si vous lancez des tâches sur les nœuds frontaux, vous allez vous faire sortir par les responsables du système. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Là, Donc ici, j'ai écrit les adresses des serveurs. Donc, si vous ne vous en souvenez pas, ben, vous pourrez retrouver la présentation pour ces 5 adresses. Donc, j'ai ajouté les 2 derniers serveurs, donc Beluga et Narval à l'Alliance, mais il y en a d'autres aussi. Là. Il y a Cedar, il y a plein d'autres serveurs là, sur les sites de l'Alliance. Donc, vous faites une inscription, puis après ça, vous avez accès à ces serveurs-là. Je pense que c'est ça. Hein? Je pense qu'on a accès à n'importe quel serveur une fois qu'on est connecté. Donc, ça, c'est tout le même système pour lancer les tâches, les mêmes commandes, les modules load pour charger les fichiers, les logiciels. Donc, une fois que vous allez apprendre à travailler sur une place, vous allez être capable de vous déployer. Par contre, ben, c'est sûr que vos données, ils vont être à un endroit ou à l'autre. Donc, pour traverser vos données, après ça, ben là, il faut utiliser d'autres systèmes, soit les commandes SCP ou ce qu'on recommande maintenant, c'est Globus, pour transférer des fichiers à un très, très haut débit. Dans les sites de l'Alliance ou de Valeria, vous avez accès à vos fichiers ici, là, mais pour l'Alliance, c'est ça. Puis ce que je vous recommanderais, un petit conseil, c'est d'essayer, allez-y, inscrivez-vous, demandez à votre patron si ce n'est pas déjà fait, de s'inscrire à l'Alliance, puis de vous inscrire aussi, puis d'aller explorer ces systèmes-là. Vous allez voir que ce n'est pas sorcier. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que si un jour, ben, les serveurs ici sont pleins, que ce soit Manitou, que ce soit TOT, que ce soit les autres serveurs de Valeria, bien, vous pouvez aller vous virer de bord puis vous servir des serveurs de l'Alliance aussi. Puis après ça, explorer les systèmes d'aide aussi. Commencer à communiquer avec les gens si vous avez besoin de quelque chose pour voir comment ça fonctionne. Parce que le jour où vous allez en avoir besoin, mettons vous avez une urgence, ben là, vous êtes mal pris, vous ne l'avez jamais fait. Il faut copier des fichiers. Les logiciels sont-ils là? Puis il y a toute une question aussi de si vous utilisez des librairies ou des programmes en Python, ben, il faut installer les librairies aussi dans des environnements virtuels. Donc, ça, c'est vrai chez Valeria, puis c'est vrai à l'Alliance aussi. Ça fonctionne partout comme ça sur la plupart des grands sites de calcul. Donc, allez-y, explorez quand vous avez un petit peu de temps, 5 minutes, là, allez-y là-dessus, allez voir ce qui se passe, allez lire la documentation. C'est très, très, très complet. Vous ne serez pas déçus. Donc, comme je l'ai dit, quand on se connecte sur un serveur, on appelle ça un nœud frontal. Donc, l'accueil, quand vous atterrissez sur le serveur, on appelle ça un nœud frontal. Pour ici à l'université, c'est le cas ici de Valeria. Donc, c'est accessible du Résul, donc par VPN seulement. Donc, vous devez être dans le VPN, donc à travers le client. Ici à l'université, on recommande Cisco. Donc, vous ouvrez Cisco, vous établissez votre VPN, puis après ça, vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas de client VPN sur votre ordinateur, je vais vous montrer une façon d'atterrir sur un nœud frontal de Valeria. Donc, sur le nœud frontal, vous avez un accès Internet complet. Donc, si vous voulez télécharger des données d'Internet, il faut le faire directement sur le nœud frontal. Donc, c'est peut-être un petit peu en contradiction avec ce que je viens de dire, de ne pas lancer de tâche, mais pour le téléchargement, c'est la seule exception. Parce qu'une fois que vous avez lancé une tâche dans Slurm, vous tombez sur le serveur ou les cœurs de calcul, puis ces cœurs-là n'ont pas d'accès à Internet. Donc, vous pouvez l'utiliser, le nœud frontal, pour préparer et soumettre vos tâches. Utiliser pour gérer vos environnements logiciels. Donc, principalement, installer des librairies Python dans des environnements virtuels.
Donc, ça, c'est une... En fait, je ne sais pas si le monde voit bien, là, mais ça, c'est un exemple là, une fois connecté sur Valeria. Donc, vous allez avoir les principales choses à retenir, là, c'est que dans le fond, vous avez un espace de calcul ici qui s'appelle Scratch. Si vous avez besoin de beaucoup d'espace, vous pouvez aller envoyer des calculs là-dessus. Vos données, vous les déposez dans le dossier projet ici. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc là, vous voyez que j'ai écrit val1. On appelle ça un alias. Pour ne pas avoir à écrire SSH, etc., la commande au long, mais j'ai utilisé un alias ici. Donc là, ici, je me retrouve sur le nœud frontal de Valeria. Et comme je vous montrais, vous avez ici le dossier projet. Donc, qu'est-ce que j'ai ici dans le projet? En fait, c'est les projets sur lesquels moi je travaille. L'avantage là-dedans, c'est que présentement, je suis sur un projet qui s'appelle Genovalia. Donc, j'ai accès à cet espace-là. Puis, j'ai accès aussi à Unité IBIS, qui est la partition de la plateforme de bioinfo. Donc, si je veux partager des données avec les gens d'un projet, bien là, je m'en vais là-dessus. Puis là, on peut, en changeant les permissions, on peut se faire un dossier de partage aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et puis là, vous savez que ici à l'IBIS, on a nos serveurs, on est parfaitement autonome. On a notre espace de fichiers aussi, notre système de fichiers, qui est connecté directement au serveur Manitou. Et comme ils ne sont pas nécessairement dans le même environnement, là, les serveurs de Valeria et le nôtre, mais on a créé, on a créé un mot de pointe qui est en fait sur Valeria, qui nous permet d'avoir accès à nos fichiers à l'IBIS. Donc, vous voyez ici, si vous allez à la racine, /mnt/ibis, mais vous allez voir ici les projets, les partitions des chercheurs. Donc, vous pouvez vous déplacer dans la vôtre. La mienne, c'est bioinfo. Donc, j'ai mes usagers ici et mon compte. Donc, ça, c'est les fichiers. C'est exactement les mêmes fichiers que je vois que quand je suis sur mon compte sur Manitou. Donc, si vous voulez utiliser des serveurs de l'environnement Valeria, il y en a plusieurs. Il y a TOP, le Superdome, qui est à nous, auquel vous avez accès si vous êtes inscrit, mais vous pouvez avoir accès aussi à plein d'autres serveurs de Valeria. Puis là, vous n'êtes pas obligé de copier, de traverser vos données dans l'environnement Valeria. Vous pouvez y aller directement à travers ce monde point-là. Donc, je sais là, que ça fait beaucoup de choses à apprendre là, si vous êtes nouveau ou si vous n'avez pas vraiment eu le temps d'explorer toutes ces choses-là, mais vous pourrez prendre le temps de revoir la présentation ou de nous consulter ou nous demander là, si vous avez besoin d'un coup de main. Donc, j'ai parlé tantôt que si vous n'avez pas accès à un client VPN genre Cisco, bien, vous pouvez vous connecter au serveur de Valeria en passant par la page d'inscription. Donc là, une fois que vous êtes connecté, là, je vais sortir ici.
Vous allez devoir me croire sur parole parce que là, je suis déjà dans le réseau, dans le Résul, le réseau de l'Université Laval. Mais vous pourrez l'essayer chez vous. Donc, ça, c'est la page d'entrée de Valéria et ça, c'est la page de connexion. Donc, je me connecte ici. Ah, changement. OK. Donc, pour avoir accès, ben, vous allez cliquer ici sur Jupiter. Et là, vous devez cliquer sur les petits boutons qui apparaissent ici. Sign in with OHTTP 2.0. Start my server. Donc là, ici, pour le serveur, il vous demande des précisions, donc le nombre de cœurs, la mémoire, si vous voulez travailler avec des GPU, le temps aussi. Donc ça, c'est parce que là, c'est vraiment un système de réserve. Là, vous allez réserver des ressources qui vont être vraiment attribuées à vous. Et si vous voulez lancer des tâches, vous n'êtes pas obligé de demander beaucoup de ressources là-dedans parce que vous allez utiliser le système l'ordonnanceur Slurm. Puis là, vous allez redemander d'autres ressources. Fait que vous pouvez demander seulement un cœur ici. Là. En général, quand on se connecte sur Jupiter, ben, c'est pour faire des tests ou fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de choses. Puis de toute façon, c'est limité aussi. Donc là, il y a un petit temps de latence, là. On va venir le voir plus tard. On va venir le voir plus tard parce que je voulais vous montrer aussi un éditeur de texte à travers le Jupyter Lab. Donc, Jupyter Hub, c'est quelque chose de vraiment intéressant, là, un outil intéressant de Valeria. Donc, qui possède plusieurs caractéristiques. Vous pouvez, c'est ça, comme je disais tantôt, ben, effectuer votre développement et vos traitements interactifs. Vous pouvez soumettre des tâches de là aussi. Vous avez des outils comme des Jupyter Notebook, RStudio, VS Code. Donc, ça, c'est tout accessible par le Jupyter Lab. Ça, par contre, il y a si vous avez besoin d'un coup de main là-dessus, comme c'est des outils Valeria, ben, je vais vous référer à des gens qui sont du service là, de soutien de Valeria. Jusqu'à un certain point où on peut vous aider. OK. Là, en fait, ce qui est vraiment. En fait, là, ici, on a la page d'accueil de la documentation que j'ai montée sur la page de service de bioinformatique de l'IBIS. Donc, vous avez ici une liste d'items que vous pouvez consulter, comme obtenir un compte, les logiciels de connexion que je vous ai montré tantôt, et l'utilisation des serveurs. Donc, tout le gros de la documentation est là-dedans. Description des serveurs, description des partitions. Et là, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est les commandes du système Bash ou les commandes Unix. Donc, vous descendez à l'onglet Commandes Unix. Puis en fait, c'est peut-être pas gros, mais c'est pas grave. C'est une page, vous allez pouvoir télécharger ça. C'est un PDF qui vous donne les principales commandes d'entrée en mode Unix ou Bash. Donc ça, c'est un bon point de départ. Lister vos fichiers, les copier, créer un répertoire, le déplacer, effacer. Donc ça, c'est les principales choses. Donc vous avez grep aussi, vous pouvez avoir Arc aussi. En tout cas, fait que ça, vous avez l'essentiel là-dedans. Puis, c'est ça. Si vous ne savez pas comment le faire, bien, il y a toujours, si vous connaissez le nom d'une commande, bien, vous pouvez utiliser la commande man, MAN pour manuel, et un espace, puis le nom de votre programme ou le nom de votre commande. Puis souvent, bien, il y a une documentation qui vient là-dedans, qui va être listée en mode texte là, dans votre terminal. Donc, ça, c'est vraiment sur le terminal là, de Manitou ou de TOT ou de Valeria. Sinon, bien, tapez-le sur Google, puis en général, vous allez tomber sur des forums de discussion. Il y a des dizaines de personnes qui ont posé la même question que vous, puis il y a des gens qui répondent, qui vous donnent la façon de procéder. Ici, je vais aller voir si mon terminal, mon Jupyter est monté.
Bon, c'est bon. OK. OK. Donc, ça ici, vous voyez, j'ai la liste, j'ai un répertoire aussi. Donc, je suis dans mon dossier Valéria Jérôme, Face GBS. Bon, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Puis, à droite ici, bien, vous avez un terminal. Donc, vous pouvez taper les commandes Unix ici pour avoir accès à vos dossiers, à vos fichiers sur votre compte Valéria. Et à partir de là, bien, vous pouvez lancer une commande Slurm, donc sbatch. On va le voir plus loin, là, mais vous pouvez le lancer comme ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être connecté en VPN pour avoir accès au serveur. Parce qu'une fois que vous avez passé la barrière d'inscription, vous avez accès à Valéria de l'extérieur, vous avez accès à la page de connexion, de connexion. Vous passez par là, puis là, vous êtes authentifié, puis vous avez accès au serveur. Ça ne fonctionne pas avec Manitou, par exemple. Donc, avec Manitou, il faut vraiment pouvoir se connecter avec un VPN. Mais vous allez avoir accès à vos fichiers que vous avez ici à l'IBIS, avec le monde pointe, le monde MNT/IBIS. Donc, vous allez pouvoir avoir vos fichiers que vous avez sur nos serveurs ici. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que parmi les outils vraiment intéressants et importants à connaître quand on travaille sur un serveur, c'est un éditeur de texte. Parce que faut savoir que quand on est sur un serveur, ben, les fichiers sur lesquels on va travailler, même un fichier texte, ce ne sera pas les mêmes genres de fichiers que vous allez ouvrir, vous allez créer dans Word. Donc, c'est des fichiers ASCII. Donc, c'est vraiment la même. Il n'y a pas de souligné, il n'y a pas de caractère gras. C'est vraiment du ASCII pur. Fait que créer un fichier sur votre Windows ou votre Mac en DocX avec Word, puis le traverser sur le serveur, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, vous allez avoir, le formatage va suivre et vous allez rien comprendre dans votre fichier. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le sauver en mode tabulation, en mode texte. Vous avez cette option-là dans Word. Mais souvent, il va rester des trucs qui vont traverser avec votre fichier. Donc, des retours de chariot, il y a des caractères bizarres, les accents aigus, les CCD, tout ce qui est accentué. Si vous avez fait des choses comme des parenthèses ou des accolades, là, ça va suivre, puis vous allez redevoir travailler sur votre fichier. Fait que le mieux, c'est vraiment de commencer à apprendre un éditeur de texte, puis de travailler toujours là-dessus quand vous êtes sur votre serveur. De toute façon, éditer vos fichiers Slurm, éditer des fichiers de documentation directement sur le serveur, c'est vraiment important de pouvoir faire ça live. Donc, tout ce que j'ai fait là, en haut, c'est des icônes, là, une recherche sur Google, là, les meilleurs traitements de texte ou éditeurs de texte sur Bash. Là. Donc, nous, ici, là, sur les serveurs, on a la plupart du temps, là, dans la plupart des distributions Linux, on retrouve Vim, Pico, Nano. Puis s'il y en a d'autres sur lesquels vous êtes habitués, il va falloir les installer par après. Comme moi, j'utilise Joe depuis des années, mais Joe, il n'est pas présent sur les serveurs. Donc, au début, il faut que j'installe, il faut que j'ai appris à travailler avec les autres, Pico, Nano, Vim, pour pouvoir faire mes installations aussi. Là. Puis une fois que c'est fait, j'utilise Joe. Donc, c'est pas... Puis pour Mac, on est chanceux. Ceux qui sont en Mac, on a l'application BBEdit, qui est un éditeur de texte à distance, donc en mode SFTP. Donc, vous avez votre application sur votre ordinateur, puis vous pouvez ouvrir à distance vos fichiers qui sont sur le serveur, n'importe quel serveur, qui sont accessibles par SFTP. Donc, ça, c'est vraiment un plus là, pour les gens de Mac, mais c'est pas tellement fréquent là, pour les autres modes, là, les autres systèmes d'exploitation. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, en tout cas, c'est sur Valéria, quand on est sur le Jupyter, quand vous êtes dans ce mode-là ici, vous pouvez ouvrir vos fichiers, puis vous pouvez les travailler ici avec la souris, puis écrire, puis les éditer. Donc ça, c'est vraiment, quand on est sur Valéria, ça, c'est vraiment bien. Puis de toute façon, vous pouvez aussi
Je vais essayer de remonter ici. C'est ici. Un projet ici. Donc, vous pouvez aller chercher vos fichiers ici. Puis là, ce que je voulais faire, c'était... J'essaie de remonter... En tout cas, d'aller chercher la partition dans les projets IBIS, là, mais on dirait que là, j'ai un petit peu de problème, un petit peu de misère. Là. En tout cas, fait que ça, ça va être pour la partie pour les éditeurs de texte. Donc, c'est vraiment important d'en apprendre un. Un des assez utilisés, là, il y a Vim ici, mais il faut quand même s'asseoir un petit instant puis comprendre le mode de fonctionnement. Là. Éric, toi, est-ce que tu utilises Vim? Donc, Éric et Stéphane connaissent bien ces éditeurs de texte-là, donc on pourrait faire une présentation aussi là, pour ceux qui sont intéressés, là, comment utiliser ça. Mais si vous découvrez un système, un éditeur de texte sur Internet, puis vous vous dites, ben moi, j'aimerais ça utiliser ça, ben, on peut l'installer pour vous autres. Comme moi, quand j'ai commencé à travailler sur les serveurs de l'Alliance numérique, ben Joe n'était pas installé. J'ai demandé qu'il l'installe, puis là, maintenant, ben, j'ai accès à ce logiciel-là. Donc, on a vu le Jupyter Lab. OK. Donc, maintenant, pour la partie des logiciels, donc, pour vérifier si un logiciel est présent donc, sur un système, donc nous, on installe les logiciels, puis on les inscrit dans un système qui s'appelle module. Donc, pour vérifier si un programme est là, on tape la commande module et le nom du logiciel. Puis normalement, bien, le système, si le logiciel est présent, bien, il va avoir une complétion, il va compléter pour dire, bien, il est là, je l'ai, ce programme-là. Sur Valeria et sur les sites de l'Alliance, c'est module Spider. Donc, module Spider, par exemple, BWA pour un aligneur. Donc, il va vous sortir les versions du programme qui existe. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'application module, c'est qu'on peut installer différentes versions des logiciels. Donc, si vous commencez vos études puis vous utilisez une version 2.4, puis après 2-3 ans, bien là, on est rendu à la version 3.0, mais là, vous voulez refaire des tests ou revérifier des choses que vous aviez faites avec la version 2.4, bien, vous pouvez la recharger, cette version-là, parce qu'elle va toujours rester là. En tout cas, pour l'instant, on garde la plupart des versions. Peut-être qu'à un moment donné, là, des vieilles versions vont disparaître, mais pour l'instant, on les laisse là. Les logiciels, en général, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place, fait qu'on les garde. Fait que c'est, donc, module va vous donner de l'aide aussi pour comment utiliser le logiciel, comment le lancer. Pour l'installation des logiciels, ben, quand ça touche le serveur de l'IBIS comme Manitou, Katak, vous faites une demande et puis on installe les logiciels pour vous. Même chose pour les librairies Python. Pour ce qui est de Valeria et de l'Alliance, donc il faut faire une demande à l'Alliance numérique pour l'installation de logiciels. Donc, pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on utilise un système qui s'appelle CVMFS. Donc, le système, c'est l'Alliance numérique qui installe les logiciels. Puis nous, ici, ben, chez Valeria, eux autres, ils font, c'est connecté. Là, donc, en temps réel, le logiciel va être installé sur une partition là-bas de l'Alliance et puis on va l'avoir accès ici. Donc, on n'a pas besoin de demander d'installer le logiciel plusieurs fois. Le logiciel est installé une fois puis il est disponible partout. Donc, vous écrivez à l'Alliance, puis si, maintenant il vous demande sur quel serveur vous voulez l'utiliser, bien, vous pouvez dire Beluga ou Narval. Puis les autres vont l'installer, puis après ça, vous allez le voir ici sur les serveurs de Valeria. Les librairies Python, ici à l'IBIS, c'est nous qui les installons pour vous, si vous ne pouvez pas le faire, mais des fois, ça va prendre des permissions d'administrateur. Pour ce qui est des serveurs de Valeria et de l'Alliance, bien, la politique, c'est les utilisateurs qui installent les librairies. Donc, l'idée, c'est de créer un environnement virtuel
en Python, ben si vous avez besoin de la version Python 2.7 ou 3.10, vous chargez cette version-là, vous créez votre environnement virtuel et puis vous installez vos librairies. Donc, sur le site de l'Alliance numérique, là, il y a une très belle documentation là-dessus. Il y a un pas à pas, c'est vraiment très simple. Puis sinon, ben, il y a toujours l'aide aussi là, du personnel là, qui sont très disponibles puis ils nous donnent des très bons conseils. Donc maintenant, une fois que vous avez, vous êtes connecté, vous avez vérifié que les logiciels sont là, vous les avez fait installer ou vous les installez vous-même, vous avez traversé vos fichiers. Maintenant, vous voulez soumettre un calcul. Donc, on dit ça, on va soumettre un calcul. On va lancer une tâche, on va lancer un programme, que ce soit BLAS, que ce soit BWA, que ce soit A5 pour faire des assemblages, n'importe quoi. Donc, il faut lancer cette tâche-là. L'idée, c'est qu'on ne lance pas la tâche directement sur notre ligne de commande, à moins d'avoir demandé une session interactive, mais on va utiliser un gestionnaire de tâches Slurm. Donc, de toute façon, même les tâches interactives passent par Slurm. Donc, qu'est-ce que ça fait, Slurm? C'est que lui, il va planifier avec vous les tâches soumises au serveur de calcul. Donc, vous écrivez, vous avez un fichier de soumission, vous écrivez les ressources que vous avez besoin, le nombre de cœurs, la mémoire, le temps de calcul. Vous allez charger là-dedans les programmes que vous allez vouloir utiliser et vous allez lancer votre ligne de commande là-dedans. Après ça, ce fichier-là, vous le soumettez à Slurm. Puis Slurm, lui, va vérifier, est-ce que j'ai les ressources disponibles pour ce calcul-là? Bon, la personne, elle demande 50 gigs, elle demande 10 cœurs pour 24 heures. Est-ce que j'ai ça présentement disponible? Si oui, bien, votre tâche, elle va partir. S'il n'y a pas d'erreur, ben, elle va continuer jusqu'au temps qu'elle soit complétée. S'il y a une erreur, ben là, le Slurm va l'arrêter. Ben, le programme va générer une erreur, puis ça va s'arrêter. Donc, dans le petit carré jaune, fournir un cadre pour démarrer, exécuter et surveiller le travail sur l'ensemble des nœuds. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que la machine ne soit pas surchargée. Donc, on a Manitou, c'est un serveur de 128 cœurs. On a TOT, qui est un serveur de 288 cœurs. C'est des machines qui seraient capables de prendre des tâches pour beaucoup plus de cœurs que ça. Mais par contre, ça va ralentir le système. Donc, si vous avez 128 cœurs, mais que en un temps donné, vous avez 256 cœurs qui sont demandés par l'ensemble des usagers, ça veut dire que vos tâches, ils vont rouler à moitié. Ça va rouler, ça va fonctionner. Par contre, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc, le système est là pour vraiment allouer les ressources qui sont disponibles sur la machine. La conséquence de tout ça, c'est que si les ressources ne sont pas disponibles, bien, vous allez attendre. On va vous mettre dans une file d'attente, puis là, vous allez attendre. Fait que selon, quand les ressources vont devenir disponibles, il va vous donner une priorité. Il va vous donner un nombre de priorités. Puis après ça, bien là, quand les ressources vont être disponibles, vous allez passer. Donc, il faut toujours soumettre une tâche à travers le système Slurm. Donc, ne jamais, quand vous avez vous êtes connecté au nœud frontal, ne jamais ici faire ça ici. Mettons. Parce que vous pouvez le faire. Là. Vous pouvez faire votre module. Vous pouvez charger votre fichier, votre logiciel, puis vous pouvez lancer votre Blasten là, avec la commande complète. Vous pouvez le faire, c'est possible. Mais ne pas le faire parce que justement, vous allez tomber sur juste la mémoire, en fait, qui est allouée au système d'exploitation, qui est très peu. Vous allez avoir accès aux autres cœurs, mais pas à la mémoire entière que vous allez chercher. Puis ça peut entraîner un crash là, du système d'exploitation. Donc, quelques petits trucs pour ne pas attendre, pour bien lancer sa tâche. Donc, ça, on en voit, même nous autres, là, des fois, on ne fait pas attention. Selon la tâche qu'on va lancer, on va demander des ressources, puis des fois, ça ne passe pas. Donc, des trucs pour ne pas attendre. Ne pas dépasser les limites des partitions. Donc, pour les serveurs de l'IBIS, on a des partitions qui s'appellent small, medium, large.
On a alloué des limites à ça. On a alloué un nombre de cœurs par usager, un nombre de cœurs total par partition, de la mémoire aussi, et du temps. Si vous lancez une tâche, vous demandez small, puis vous demandez, c'est 24 heures une tâche dans small. Si vous demandez 48 heures, bien, votre tâche, elle ne partira jamais. Fait que vous allez attendre vraiment pour rien, parce que votre tâche, elle ne partira jamais. Donc, jamais dépasser les limites des partitions. Toujours vérifier aussi, si vous avez déjà lancé plusieurs tâches, bien, vous avez une limite du nombre de cœurs total que vous pouvez utiliser sur une machine. Donc, vous assurez que vous ne dépassez pas ça, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Et là, on attend, notre tâche ne passe pas, puis on se demande pourquoi. Bien, c'est parce qu'on est rendu, on a dépassé, on a atteint notre limite. Donc, vérifiez avec la commande « Est-ce que si votre tâche a été lancée? » Donc, vous pouvez avoir l'impression que vous lancez votre tâche, puis là, vous partez, vous faites d'autres choses, vous fermez votre terminal, puis là, il y a eu une erreur. Puis là, ça ne passe pas. Ou bien, votre tâche est suspendue, il y a un message d'erreur, votre tâche est restée là, est comme un peu, n'est pas lancée, mais le système vous donne un message pour vous dire, bien là, réajuste-toi, tu as atteint les limites ou ce n'est pas les bonnes ressources que tu as demandées. Donc, vérifier l'utilisation actuelle des partitions. Donc, nous, ici, là, sur nos systèmes, on a fait, en fait, c'est Eric qui a fait plein de petites commandes là, pour vérifier, pour suivre l'état d'utilisation des serveurs. Donc, ça nous dit ça, combien de ressources sont utilisées pour chacune des partitions. Donc, si vous demandez, vous voulez utiliser la partition small, medium ou large, puis là, ces partitions-là, mettons qu'il y en a deux qui sont très, très utilisées, ils sont peut-être dans leur maximum, puis vous voulez aller là-dedans pareil, bien là, c'est sûr que vous allez attendre. Mais il reste des cœurs de disponibles dans l'autre partition, ou il reste de la mémoire. Fait que là, allez-y là-dedans, promenez-vous. Donc, toujours lancer dans les partitions les moins utilisées, dans la mesure du possible. Demandez le minimum de ressources. Donc, toujours vous poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir 50 gigs là, pour faire un blast ou pour faire l'analyse que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 10 cœurs aussi? Ça, c'est toujours des questions qu'on peut se poser, puis de demander le minimum. Puis là, avec l'expérience, au départ, ce n'est pas évident, mais avec le temps, là, vous allez finir par avoir une connaissance un peu plus fine des logiciels que vous utilisez en fonction des fichiers que vous utilisez. C'est sûr que si vous voulez analyser un fichier de 50 gigs, bien, c'est possible que vous ayez besoin de 50 gigs de mémoire au moins, au minimum, sinon un petit peu plus. Fait que souvent, la taille du fichier va vous donner une idée de la mémoire que vous allez avoir besoin. Donc, après ça, scinder vos tâches. Essayez de décomposer le programme, l'analyse que vous voulez faire dans le minimum. Puis pour pouvoir développer des pipelines où vous pouvez demander à chacune de ces étapes-là des ressources minimales. Ce n'est pas toujours évident, mais ça peut se faire. Si vous voyez que les serveurs sont très, très utilisés. Ensuite de ça, il y a l'utilisation des arrays. Donc, c'est une forme de parallélisation dans Slurm. Ça, on va y revenir, on va faire un atelier plus spécifique là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de vraiment mieux utiliser les ressources là, dans Slurm. Donc, ça, c'est un exemple de fichier Slurm. Quand on crée un compte, nous, à l'IBIS, par défaut, on met un fichier d'exemple, Slurm exemple, dans votre compte. Donc, je pense que c'est celui-là que vous allez avoir. Donc, toutes ces informations-là, en fait, les premières lignes, là, tout ce qui précède un dièse ici, là, ça sont essentiels. Là. Donc, le -D, c'est le répertoire, donc le directory, donc, dans lequel votre analyse va être effectuée. Ce n'est pas une ligne qui est obligatoire. Si votre fichier Slurm est exactement à l'endroit où vous pouvez mettre dans un répertoire qui s'appelle script, vous avez tous vos programmes là. Puis vous pouvez utiliser des commandes ici, là, bash, là, comme CD, puis vous changez de répertoire. Moi, la plupart du temps, c'est ça que je fais. -J, c'est le nom de votre tâche, qui va être sous lequel la tâche va être enregistrée dans le système de Slurm, si vous voulez la retrouver. -O, blast, bon, ça, c'est le nom de l'output, en fait, du log de Slurm, avec le pourcentage J.
qui va prendre, en fait, le numéro de la tâche slurm. Donc, vous allez retrouver ce fichier-là à l'endroit, dans ce cas-là, à l'endroit où vous avez votre script. Pour ça, moins petit p, c'est le nom de la partition. Dans ce cas-là, c'est small. Et c'est sûr que si vous allez sur Valeria ou si vous allez à l'Alliance, ça va être des noms de partitions différents. Donc, ça, c'est vraiment prendre connaissance de ce qui existe sur les autres machines. C'est quoi la syntaxe, la terminologie pour pouvoir vous ajuster. Moins petit c, ça, c'est le nombre de cœurs. Moins mail type, donc, moi ici, je mets tout le temps tout. Puis mail user, je mets mon adresse. Comme ça, ben, vous recevez un courriel quand votre tâche est lancée. Puis vous recevez un courriel quand la tâche est arrêtée ou si la tâche est arrêtée par erreur. Après ça, le temps, time. Donc ici, c'est toujours le même système. Donc 2 jours, 8 heures, 34 minutes, 21 secondes. Donc ça me surprendrait que vous ayez des estimations aussi précises que ça, là, mais c'est pour vous montrer là, ce qu'on peut faire. Donc si vous pouvez mettre 2-000000, ça va faire 2 jours. Vous pouvez écrire 48 heures aussi. Moins même, mais ça ici, ça c'est la mémoire. Et dans ce cas-là, ici, j'ai 10 240 ou 10 G. Vous pourriez écrire 10 grand G, ça va faire la même chose. Après ça, ici, tout ce qui va venir en bas ici, qui va commencer par un dièse, bien, ça va être des commentaires. Okay? Donc là, ici, je fais un détail, création d'une variable d'environnement pour la base de données, donc NT. Ça pointe vers l'endroit où la base de données NT est située. Après ça, changer les exécutables, donc module load, NCBI Blast 2.40. Et après ça, la commande. Donc, toute votre commande est ici. Donc, je reprends la variable ici NT, qui est ça ici. Puis après ça, les options de ma commande Blast. Donc, ce qui est important à retenir là-dedans aussi, c'est que vous voyez ici que j'ai demandé 10 cœurs. C'est important. Là, ça veut dire que le système Slum, lui, si les 10 cœurs sont disponibles, ben, il va me les donner parce que je les ai demandés. Puis ici, ben, j'ai une option dans ma commande Blast, -num thread. J'ai mis 10. Dans ce cas-là, ici, le programme BlastN m'autorise, il y a une possibilité de pouvoir demander plusieurs cœurs, de pouvoir paralléliser des tâches, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ici, c'est vraiment important que je l'utilise, que je vienne l'inscrire, cette option-là, dans ma ligne de commande. Parce que sinon, le système me donne 10 cœurs, mais finalement, si je ne l'indique pas, le programme va utiliser seulement un cœur. Donc, il y a 9 cœurs qui ne seront pas utilisés. Donc, c'est vraiment important de vérifier avant votre programme, est-ce qu'il permet, souvent, ça va être une option CPU, thread, -T, etc. Vous vérifiez dans la documentation du programme s'il autorise la parallélisation. S'il ne le fait pas, vous n'êtes vraiment pas certain, bien, abstenez-vous puis demandez un cœur. Puis après ça, bien, si vous n'aurez pas cette option-là à écrire. Donc, c'est vraiment important de faire ça de cette façon-là pour éviter justement qu'il y ait des ressources qui se perdent. Parce que souvent, on voit ça, là, il y a les serveurs sont chargés au maximum, mais finalement, quand on regarde vraiment l'utilisation réelle, c'est très peu des fois, c'est la moitié des ressources là, qui sont utilisées. Si vous avez demandé, mettons, un certain nombre de ressources, comme le nombre de cœurs pour la mémoire, et puis que votre tâche a pas utilisé ça, vous allez recevoir un message du système. Ça, c'est quelque chose qui est particulier à nous. C'est juste un message d'information qui vous dit tu as demandé 10 cœurs, mais finalement, tu en as utilisé seulement un. Ça veut dire que ça a été efficace à 10 La prochaine fois, peut-être change ton programme. Ou pareil pour la mémoire. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que le monde n'utilise pas les ressources, on veut juste les utiliser de façon intelligente pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent utiliser ces ressources-là. Ah, tu peux? C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de gérer ça. Oui. Pour commencer, la première question, pour savoir quelle partition choisir, small, médium, large, est-ce qu'on connaît les limites? Est-ce que c'est écrit quelque part, les limites de chaque partition?
Oui, c'est écrit. Je ne sais pas si les gens là, à distance ou pour l'enregistrement ont compris la question. C'est où je peux retrouver l'information sur sur les partitions. C'est sur le site de la plateforme de l'IBIS. Sur le site de l'Institut, les serveurs sont décrits. Après ça, les partitions sont décrites aussi avec les limites. Le temps de durée de la tâche, est-ce qu'on la connaît d'avance? En général, le temps, ça, c'est pas trop. C'est sûr que ça, c'est pas une ressource, en fait, là, parce que qui est vraiment, je dirais, importante pour l'ensemble du système. Parce que si tu as demandé 5 jours et que ton calcul a duré 5 heures, bien, une fois que ton calcul est terminé, il est terminé. Tu sais. Fait que la ressource a été allouée, puis tu l'as utilisée. Par contre, ça sort bien contre toi parce que si tu demandes 5 jours, c'est possible que c'est toi qui vas attendre. OK? Fait que si tu ne le sais pas, tu peux en demander un petit peu plus, mais la contrepartie, ce n'est pas les autres que ça va pénaliser. Dans ce cas-là, ça va être peut-être plus toi. Parce que là, le système, lui, si le système est très chargé, ça va peut-être prendre, dépendamment des ressources que tu veux utiliser, si tu demandes 20 cœurs avec 100 gigs de mémoire pour 5 jours, ça se peut qu'avant qu'il trouve un trou, que tu ailles à attendre un petit peu. Là. Mais en général, le temps, ça, tu peux en mettre un petit peu plus. Et si tu demandes 1 cœur, 10 gigs, une semaine, ça va, dans la bonne partition, ça va passer. Puis ça, c'est sûr que les trois paramètres, là, le nombre de cœurs, la mémoire, le temps, au début, c'est très difficile à estimer. Je le sais, on a tous passé par là, puis même encore aujourd'hui, des fois, on utilise souvent des logiciels qu'on n'a jamais utilisés. C'est des ensembles de données qui sont plus gros, plus petits, puis finalement, on copie un fichier Slum d'une place à une autre. Là, les paramètres restent là, puis là, on a juste le nombre de cœurs, la mémoire, mais des fois, le temps, on ne le sait pas. Puis, c'est vrai que ça peut être compliqué. Puis c'est vrai que des fois, ça peut arriver aussi que ben, quand c'est pour le temps, en fait, quand c'est pour le temps, puis on n'en demande pas assez, bien, puis là, vous voyez que là, votre calcul est sur le bord de finir, vous avez demandé 48 heures, puis là, vous êtes rendu à 45 heures, puis là, il y a encore. Écrivez-nous. C'est sûr que si il est 3 heures du matin, samedi soir, ça se peut qu'on ne vous réponde pas, là, mais sur semaine, quand vous le faites un peu à l'avance, là, ben, on va vous ajouter du temps sur votre partie, votre tâche. Ça, c'est possible de le faire. On ne peut pas changer la mémoire, on ne peut pas changer le nombre de cœurs, mais on peut vous donner plus de temps. Puis chez Valeria, c'est la même chose aussi. Ils peuvent le faire. Je vais revenir pour la. Donc, si vous allez sur le site de l'Institut, vous allez au service. Vous avez les plateformes de service ici. Vous cliquez sur ma face. Puis vous avez la documentation ici. Donc ici, bon, vous avez une documentation, vous avez la contrepartie en anglais ici. Donc, ce que tu demandais, Irena, c'est ici, c'est à utilisation des serveurs. Donc, là, je donne des conseils ici, entre autres, là, pour soumettre une tâche. Donc, la description de ce fichier-là ici, les explications, le TOT. En fait, chacun des serveurs avec les partitions qui sont possibles, puis les limites. Donc, temps limite, nombre de cœurs par utilisateur, la mémoire, puis après ça, les avantages pour chacune des partitions. Donc, c'est la même chose ici. OK. Là, vous pouvez aussi trouver de l'information sur Slurm si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment intéresser à connaître plus comment ça fonctionne. Bien, il y a le site web de Slurm qui est accessible. Après ça, ben, je rappelle, ça c'est ma dernière diapo, c'est pour avoir de l'aide, pour avoir du support là, sur les 3 plateformes. Donc, si vous vous trompez, puis vous êtes sur l'Alliance, puis vous nous écrivez un courriel, c'est pas grave.
Des fois, on peut répondre, sinon, on va vous rediriger vers le bon endroit. Et c'est vraiment important, c'est de ne pas rester pris avec des questions, avec des blocages. Vraiment essayer d'aller, de poser des questions sur les services sont là pour ça. Et aussi, ne pas oublier, si vous avez des questions ou vous aimeriez avoir, là, on va continuer, on va faire une présentation en anglais de cet atelier-là dans 2 semaines. Mais on peut faire aussi, là, c'est une présentation d'initiation, donc qu'on va reprendre à chaque début de session pour les nouveaux, pour vraiment comprendre comment les nouveaux, savoir où aller. S'il y a des choses que vous avez oubliées, bien, vous êtes toujours les bienvenus, mais on va ajouter aussi des présentations pour aller un petit peu plus dans le détail pour certaines choses. Par exemple, le transfert de fichiers avec Globus, on en a parlé l'automne passé avec Bruno Lavoie de Valeria. On va revenir avec ça aussi, si c'est possible, avec installer aussi des librairies Python dans un environnement virtuel. Donc, ça, c'est... on va pouvoir ajouter ça. Là, juste avant de partir, je voulais juste vous montrer sur le site... c'est important qu'on en parle parce que, dans le fond, Valeria, c'est une... là, ils ont changé leur site, là, puis on va essayer de retrouver la documentation. Ah, tiens, tout donc. Un petit bug. OK, documentation ici. Si vous allez sur le site de Valeria, bien, vous avez de l'information. Si vous allez à environnement de calcul, environnement. Donc, vous avez les partitions ici qui sont disponibles. Donc, la même chose pour nous, au lieu de ça s'appeler small, medium, large, là, bien, vous avez les différents serveurs qui sont ici. Donc, notre serveur TOT, le Superdome, il est ici, il est inscrit dans leur liste, mais dans le fond, il est accessible seulement pour nous. Il y a un serveur BigMem, donc qui est un petit peu plus gros, là. Puis, il y a Batch aussi. Donc, il y a vraiment, vous avez ici le nombre de nœuds, puis le nombre de cœurs aussi par nœud. Donc, vous avez quand même beaucoup de cœurs disponibles dans l'environnement de Valeria, puis ça, c'est gratuit. Donc, vous avez 1 Tera d'espace disque en mode calcul, puis 4 Tera en mode S3 gratuit par groupe de recherche. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment intéressant, en tout cas, de pouvoir aller utiliser ça pour voir, là, des fois, le Manitou, TOT peuvent être très, très chargé. Puis, apprendre à utiliser différentes machines aussi. Ça fait plusieurs corps dans votre arc. Puis là, présentement, mais là, ces machines-là sont moins utilisées. Donc, il y a de la place. Il n'y a pas de raison pour que vos calculs attendent. Là, si vous êtes sur Manitou, puis là, vous attendez depuis des heures, voire des jours, bien, il y a intérêt à aller voir qu'est-ce qui se passe, à vous connecter sur le site, le nœud frontal de Valeria, puis à utiliser les ressources qui sont là. Ça, c'est vraiment important. Bon, ça se termine ici. S'il y a des questions, si vous avez vos ordinateurs et vous voulez qu'on regarde des choses avec vous, bien, on est disponible. Merci.